Salut, la vidéo de cet après-midi sera consacrée au débriefing de l'interview d'Héloïse. Donc souvenez-vous, il y a quelques jours, on avait interviewé une agricultrice du village qui a consacré une partie de sa vie aux tâches agricoles, et notamment dès son plus jeune âge. Donc on parle de l'avant-deuxième guerre mondiale, période où vraiment on pratiquait l'agriculture de manière très traditionnelle, sans mécanisation, etc. On va y revenir dans cette vidéo. Le but, pour garder le fil conducteur de la première vidéo de l'interview, le but était de répondre à la question: est-ce que le modèle agricole d'autrefois était résilient ou non. Donc encore une fois, on va essayer de rester dans ce contexte, même si dans les vidéos c'est vrai que j'ai tendance toujours à partir un petit peu dans tous les sens. Vous remarquerez que souvent j'essaye de revenir quand même, toujours de raccrocher à la problématique. On est bien obligé de donner une thématique aux vidéos et un sujet à traiter. Et donc même si j'ai tendance toujours à m'éloigner, au final j'essaie toujours de raccrocher pour essayer de synthétiser et de conclure. Donc l'agriculture d'autrefois, le modèle agricole d'autrefois était-il résilient? Et ça nous permettra, vous verrez, de faire un parallèle avec la permaculture, parce que c'est là aussi où j'aimerais vous emmener sur cette réflexion-là. En gros, en quoi la permaculture, finalement, elle s'inspire ni plus ni moins du modèle de l'agriculture d'autrefois, auquel elle a agrémenté d'autres choses, tout un savoir théorique qu'on a acquis au fil des années, un savoir technologique aussi, le progrès technique il est là aujourd'hui, et même s'il est largement décrié, il ne faut pas non plus rejeter tout en bloc. Il y a quand même des choses qui sont favorables là-dedans probablement. Donc la permaculture finalement elle a pris quelque chose de base et auquel elle a agrémenté, elle l'a fait à sa sauce, et finalement on verra qu'il y a des grandes similitudes avec l'agriculture telle qu'elle a été pratiquée autrefois. Donc pour revenir à cette interview avec Héloïse, en gros elle nous a fait en 30 minutes un condensé de 80 ans d'histoire agricole, et donc forcément c'est pas objectif, c'est pas représentatif de tout le territoire, et c'est pas représentatif de tout ce que les agriculteurs ont pu vivre. Néanmoins on essaiera toujours de tirer les grands fondamentaux. Et donc je commence dès lors dans le vif du sujet, nous parler de la taille des fermes sur le territoire. Donc on était sur des fermes inférieures à 20 hectares, entre 15 et 20 hectares à l'époque. Pourquoi? Tout simplement parce que la même question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle est la taille d'une exploitation agricole, d'une ferme agricole adaptée à ce que peut fournir un homme en charge de travail. Donc aujourd'hui, ça c'est des questions qui sont toujours pertinentes quand on a un projet d'installation. Et à l'époque, en fait, elles étaient dimensionnées à ce que les personnes pouvaient fournir pour entretenir cette ferme. Et donc on sait qu'ils avaient à disposition pas mal plus de ressources humaines qu'aujourd'hui, puisque toute la famille travaillait pour le bien commun, pour la ferme, en famille, que ce soit les grands-parents, les arrière-grands-parents, les parents et les enfants, voire les petits-enfants. Chacun mettait sa touche à l'édifice en vue de travailler sur la ferme ou pour la ferme. Et donc on était sur des fermes de taille moyenne en polyculture élevage. Et le gros point sur lequel j'aimerais insister directement, c'est que il y avait un gros accent mis sur l'élevage. Les animaux, la présence d'animaux dans la ferme, il était crucial. Mais il y avait quand même beaucoup d'animaux comparé à certaines fermes maintenant, où finalement elles se sont tellement spécialisées qu'il n'y a plus un animal dans la ferme, il n'y a plus la basse-cour telle qu'on l'a trouvée dans la cour de la ferme. Et aussi la diversité des animaux qui étaient représentés, elle était assez énorme. On pouvait trouver à la fois des lapins, des cochons, de la volaille, des dindons, des poules, des canards, des oies. Il y avait beaucoup de choses, les chevaux, les bœufs, les ânes. Ces animaux, ils œuvraient à la fois pour les ressources alimentaires et l'autosuffisance de la ferme, aux côtés des productions légumières ou fruitières. Donc il y avait la ressource animale qui était là, notamment je pense aux cochons, c'était le pilier vraiment central de l'approvisionnement en viande dans les fermes. On va dire qu'il y a des animaux qui étaient plus nobles, et donc ça, tout le monde n'y avait pas accès. Mais le cochon, c'était vraiment le pilier de base de la ressource en protéines, en viande, à l'époque.
Et après, venaient se greffer d'autres animaux, hein, la poule, le canard, etc. Mais après, on avait également tout ce qui sont les animaux finalement de force, qui eux servaient à l'attraction animale. Et donc on se rend compte que finalement le lien entre les animaux il était très étroit, puisqu'il fallait travailler avec les animaux. Et donc ça impose qu'on n'a pas une machine à côté de nous, on tourne le clé de la serrure, ça démarre et ça travaille à un rythme continue en permanence. Il faut s'adapter aux périodes où il fait très chaud. L'animal il ne peut pas donner tout ce qu'il peut quand il fait très chaud. Il a ses humeurs, etc. Enfin bref, ça implique une connaissance étroite de l'animal et de son animal pour se l'approprier, pour travailler en binôme avec lui. Et à mon sens, ça avait un autre point fort, c'est que du coup, les anciens, ils étaient très polyvalents dans le sens où ils connaissaient beaucoup de choses spécifiques à chaque élevage. Ils connaissaient les conditions d'élevage du canard, ils connaissaient les conditions d'élevage des poules. Même s'il y a des similitudes, il y a plein de petites choses qui sont différentes sur les durées d'élevage, la nourriture, etc. Il y a des petites choses qui font qu'ils avaient acquis par le savoir et l'expérience les conditions propres à l'élevage de chaque animal. Ça c'était une grande force. Aujourd'hui on s'est ultra spécialisé, celui qui fait un élevage de poules pondeuses, si on lui transpose et que demain on lui met des canards, mais ça se trouve ça risque d'être un grand fiasco, parce que tout simplement il y a des petites choses qui font que le canard il ne se développe pas comme la poule, il n'a pas les mêmes conditions d'élevage que la poule. Donc eux ils avaient cette manière d'intégrer les choses et donc d'acquérir du savoir, un savoir global et très spécifique à la fois. Ça faisait une grande force. Et vu que chaque ferme finalement était finalement sur le même piédestal, et tout le monde avait cette culture commune des bases de l'agriculture et était finalement logé à la même enseigne et au même niveau en termes de connaissances et de savoir-faire. Et ça dépasse donc largement le cadre de l'élevage. On va même sur les terrains de la fabrication des objets, la confection des paniers, la confection de petits outillages pour le jardin, la conception de machines pour récolter, des outillages divers ou des choses qui sont d'ordre familial, hein. Concevoir, je sais pas moi, des étagères, des établis pour le travail, des vêtements, voilà. Et donc tout ça, vu que c'était auto-fabriqué, auto-conçu sur la ferme, finalement, ils avaient une très bonne connaissance de tout un tas de corps de métier, alors que maintenant on a finalement tendance à se spécialiser, on a eu tendance à se spécialiser. Et c'est un petit peu le gros problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est chacun tire la couverture dans son sens et n'a plus cette notion de l'ensemble et du bien commun, alors que finalement à l'époque ils avaient une connaissance un petit peu du tout, même s'ils ne maîtrisaient pas tout de manière très précise, hein. Ils n'avaient pas accès à la génétique d'une plante. Voilà, aujourd'hui celui qui maîtrise le blé, il connaît exactement, on va dire, il peut avoir accès au séquençage du génome de son blé. À l'époque, ils en avaient strictement rien à faire et pourtant ils arrivaient quand même aussi à faire pousser du blé. Tout ça pour dire que, à force de spécialiser les choses, de se spécialiser dans des productions, finalement, les gens ont perdu cette culture commune du tout. Et ils ne parlaient pas le même langage, ils ne parlent plus le même langage maintenant. Chacun défend son combat, chacun défend son petit précaré, chacun défend sa petite production. Quand il s'agit de manifester pour défendre ses droits aujourd'hui, finalement la filière lait, quand les prix du lait ne sont pas assez élevés, ce n'est pas les vignerons qui vont venir prêter main forte aux éleveurs laitiers, puisqu'ils ne se sentent plus concernés, alors que finalement avant tout le monde se sentait concerné par cette chose commune. C'est à mon sens quelque chose de fondamental. Il y a quelque chose aussi qui nous vient directement à l'esprit, puisqu'on est là encore une fois pour traiter de l'histoire de la résilience. C'est la dépendance aux autres. Alors on est bien d'accord qu'il n'existait pas le système assurantiel avant, donc quand il y avait un gros pépin, un incendie dans une ferme, des ravages de la guerre, hein, je sais pas moi, une ferme qui était détruite par les opposants pendant la guerre, une grosse épidémie, une sécheresse terrible.
Et ben, il fallait, en fait, le dernier rempart finalement, c'était les fermes autour hein, qui pouvaient prêter main forte, ou à une échelle un tout petit peu plus large, le village finalement raisonnait au niveau du village. Mais par contre, on n'était pas dépendant d'un système assurantiel, des gens qu'on ne connaît pas forcément, d'un système assurantiel ou d'un système supérieur, par exemple à une autre échelle, par exemple l'échelle européenne. Il n'était pas question de politique agricole commune, etc. On n'était pas dépendant de toutes ces choses-là où finalement on n'a pas du tout les manettes. Alors qu'aller voir son voisin et aller voir le maire de sa commune ou les villageois de son village, c'était largement plus accessible et de toute façon c'était même spontané, ça se faisait de manière spontanée puisqu'on avait vraiment une reconnaissance à l'échelle du village. Voilà, chacun œuvrait pour son village, pour les habitants de son village, pour ce tout cohérent qui s'auto-organisait. Et pour revenir à cette histoire de résilience, finalement, donc on était dépendant des villageois et des autres pour les pépins de la vie courante, mais on n'était pas dépendant pour tout un tas d'intrants qui rentrent dans la ferme, qui rentraient dans les fermes, où en fait finalement la grosse partie, on va dire peut-être 80% des tâches de la ferme et de la subsistance alimentaire, elle était satisfaite par la ferme. Alors que maintenant, on va dire que c'est peut-être plutôt l'inverse. On a opéré un revirement complètement de tendance où maintenant, peut-être que les 20% représentent l'autosubsistance de la ferme, hein, de ce qui est produit sur la ferme, alors que les 80% sont des intrants. Je parle du pétrole, des pièces pour son tracteur, de l'outillage pour son tracteur, des engrais, des outillages divers, et j'en passe. Et encore ça, c'est juste pour remplir la fonction, fonctionnement de l'entreprise, fonctionnement de l'exploitation agricole, fonctionnement de la ferme. Je ne parle pas de la partie familiale, donc subvenir aux besoins alimentaires de la famille, subvenir à se loger, à se vêtir, subvenir aux loisirs. La place des loisirs, on voit qu'elle elle est allée vraiment elle prend de plus en plus de place aujourd'hui, alors qu'à l'époque, finalement, euh, tout était consacré autour du travail. Et quand Héloïse nous dit que après la journée de travail dans les champs, ben, finalement, on continuait autour de tâches. Alors autour du feu, on était limité par l'électricité. L'électricité est arrivée d'après elle aux alentours des années 1942. Elle a du mal à le décrire, mais avant 42, finalement, on vivait aux heures du soleil et quand il n'y avait plus de lumière, et ben, on était limité par la vue finalement pour faire les tâches. Et donc on s'organisait autour de l'âtre, autour du feu pour terminer, je sais pas moi, du tressage d'ail, peler des châtaignes. Alors ici il n'y a pas de châtaignes, mais c'est un exemple qui me vient à l'esprit comme ça. Mais préparer les choses, préparer les plats du lendemain, préparer les légumes de conservation, tout ce qui est l'aspect conservation pour les longues journées d'hiver. Et on va dire que la place du loisir, finalement, elle se trouvait, la place du loisir et des petits événements festifs, elle se trouvait à ce moment-là, c'est-à-dire que c'était l'occasion, dans ces petits moments de préparation de plats, d'entremets, de petites tâches manuelles, et ben c'était l'occasion de refaire un petit moment festif avec les voisins ou entre villageois. Ça se résumait à ce genre de choses ou aux quelques journées de libre dans la semaine, le dimanche notamment, qui était un petit peu un sacre auquel il fallait pas trop déroger. Mais finalement, après, dans une journée, il n'y avait pas beaucoup de. Rien n'était consacré au loisir et tout était consacré au travail. La grande question, ça serait de savoir est-ce que ces gens-là se sentaient au travail, vraiment au travail, ou pas. Et encore une fois, je ne voudrais pas idéaliser cette période-là en termes de charge physique, hein. Mais en attendant, quand on discute avec les anciens, souvent, ils ne regrettent pas et ils ont pas, j'ai pas l'impression qu'ils se plaignent de cette époque. Du moins, quand ils la comparent à l'époque actuelle, on voit qu'il se passe il y a quelque chose qui colle pas. C'est-à-dire qu'ils ont tendance plutôt eux à idéaliser leur période à eux et à rejeter la période actuelle. Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose. Et à mon avis, la résilience, elle est là aussi dans le sens où nos anciens, bien sûr qu'ils ont la capacité à traverser les épreuves de la vie, etc. Par contre, je serais curieux de savoir maintenant combien de personnes on perd, dans le sens où on perd de personnes âgées qui n'arrivent plus à suivre la société telle qu'elle est actuellement et qui se laissent aller, qui perdent en gros des années d'espérance de vie parce qu'ils ne se retrouvent plus dans le modèle actuel.
Et ça, c'est finalement, on est dans de la résilience humaine, capacité à s'adapter à notre environnement, à notre société qui évolue. Et je pense que là, on touche les limites de notre système où eux, ils ont très bien œuvré, les anciens, pour la résilience matérielle. Hein. Ils avaient tout combiné pour ne pas être dépendants des autres, pour s'auto-organiser, pour faire face et être bien résistants au choc. En termes de résilience humaine, malheureusement, je pense que maintenant, c'est le point faible de nos personnes âgées, bien que, encore une fois, on a des personnes qui approchent les 100 ans. Je ne suis pas sûr que notre génération, on arrive dans ces eaux-là. Enfin, voilà, je balance des trucs un petit peu à la volée, j'ai pas d'appui scientifique. Certains vont me reprocher probablement d'avancer des choses sans avoir des billes derrière et des travaux scientifiques à la clé. C'est de l'ordre du ressenti, c'est le mien, il vaut ce qu'il vaut, et j'espère le partager avec certains d'entre vous. Maintenant, il faut aussi se nourrir d'autres réflexions, et peut-être que d'autres personnes vous diront tout l'inverse. Hein. Je prétends pas avoir la vérité à ce sujet-là. Donc pour revenir au sujet de la résilience, encore une fois, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit des faiblesses sur l'approvisionnement en engrais des agriculteurs, avec des prix des engrais qui sont en flambée totale. Ce rôle-là, il était rempli à l'époque par les animaux qui étaient présents et qui étaient le pilier de la fertilité de la ferme en apportant du fumier. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Les pénuries qui peuvent toucher pas mal de composants électroniques. Aujourd'hui, un tracteur qui fonctionne sans composants électroniques, il n'y en a plus quasiment. Voilà. Et je vais plus loin sur la question du pétrole, évidemment. Ben là, le jour où on n'a plus de pétrole ou que celui-ci flambe énormément, ça va venir alourdir les charges d'une exploitation agricole jusqu'à peser complètement sur sa viabilité. Et il y a plein de choses comme ça, les plastiques qu'on retrouve pour les trucs d'ensilage, pour couvrir les serres, etc. On est très dépendant finalement du pétrole, alors qu'à l'époque ça n'existait pas. Et c'est l'animal qui remplissait ces fonctions-là, et ce lien étroit, il est un petit peu en train de il est déjà bien entamé. On voit de moins en moins de fermes avec de l'élevage au cœur de la ferme, finalement, à force de spécialiser les productions. Et ben, tout le monde s'est enfermé dans son petit précaré et cherche à le défendre à juste titre. Mais à un moment, il faut juste pas oublier la connaissance du tout, et là d'où on vient en fait finalement, puisque les anciens l'avaient très bien compris, et à mon sens ça fonctionnait pour ça à l'époque. Et donc je vous parlais des choses très récentes aujourd'hui qui soulèvent la question de la résilience, donc le prix de l'augmentation des engrais, le prix de l'augmentation du pétrole, l'accès aux composants électroniques qui équipent nos tracteurs. Par contre, il y a eu autre chose, notamment pendant la crise que l'on a traversée, et on voit que ça a été un gros choc pour l'ensemble des filières de la société. On n'en a pas trop parlé au niveau des filières agricoles, mais il y a eu les problèmes d'accès à la main-d'œuvre. Donc aujourd'hui, une grosse exploitation qui fait appel essentiellement à de la main-d'œuvre extérieure pour venir cueillir les fruits, notamment, par exemple. Hein, c'est un exemple, ou pour faire les vendanges. Si demain on ferme les frontières, brutalement, on voit qu'on ne peut plus faire entrer les travailleurs. Et là, finalement, l'agriculteur se trouve démuni. Cette fonction était remplie à l'époque par les habitants de la ferme. Ils savaient qu'ils avaient une dimension de ferme euh, entretenable par le cercle familial. Et au pire, pendant le petit coup dur, la fenaison, pendant les récoltes de certaines choses, de toute façon, le travail était mutualisé, et une tâche qui était réalisée chez l'un, le lendemain c'était chez l'autre. On se mettait ensemble pour unir nos forces dans une tâche commune. On n'avait pas recours à de la main-d'œuvre vraiment extérieure. Autre chose qui a été perturbée dans la crise qu'on a traversée, les circuits de distribution. Encore une fois, même si les transports n'ont pas été vraiment perturbés, parce qu'on savait que c'était un chaînon essentiel, la logistique pour distribuer l'alimentaire dans le pays, on ne pouvait pas la fermer totalement, parce que sinon les magasins n'étaient plus approvisionnés. Mais admettons que demain on a un choc sur les chaînes logistiques, ça sera vraiment très compliqué. Et finalement, quand on regarde le modèle d'autrefois, eh ben, on focalise sur la commune,
Donc l'essentiel des échanges se faisait sur la commune, c'est-à-dire que une fois l'autosuffisance de la ferme assurée et remplie, le surplus des productions, il gravitait, on va dire, en circuit court sur le village, de la ferme vers le village, donc à quelques kilomètres, voire quelques centaines de mètres. Et donc là, on avait différents acteurs qui jouaient ce rôle en fait de troc ou d'échange de biens ou de services. On avait l'épicier qui voyait arriver certaines matières premières et qui nous échangeait un bien ou un service. On pouvait lui amener par exemple des œufs et lui nous donnait soit de la monnaie ou soit un autre bien ou service en échange. Le boulanger qui se voyait amener le grain et qui pouvait nous le restituer en termes de farine. Et en contrepartie encore, les fermiers donnaient un coup de main pour couper du bois pour que le boulanger puisse faire chauffer son four. On voit que les échanges c'était du donnant-donnant. Il y avait plein d'allers-retours comme ça entre deux ou plusieurs personnes. Alors que finalement, maintenant, on a plein d'acteurs qui jouent ce rôle-là, mais qui ne sont pas forcément au pied de notre porte. On avait également le percepteur qui pouvait réceptionner du grain en vue de le faire partir vers une coopérative. Là, je ne sais pas exactement comment ça se passait. Héloïse ne me l'a pas décrit tel quel, mais certainement qu'en France, il y avait différents circuits de, de distribution. Mais on voit bien que l'essentiel se passait autour du village. Et donc, quand on raisonne dans un périmètre village, ça veut dire qu'on peut se déplacer à pied ou avec des moyens animaux. Encore une fois, on revient à la place de l'animal dans la ferme et on n'est plus dépendant de moyens de transport tels les camions, le ferroviaire, le bateau, l'avion. Voilà. Et quand on dit ça, on a l'impression d'être des conservateurs et de vouloir revenir à l'époque ancienne en l'idéalisant. Voilà, on passe pour les idéalistes, les utopiques qui voudraient remettre ce système en place. Encore une fois, c'est pas ça le but, c'est pas de retranscrire tel quel le modèle qui était avant et de le retranscrire à notre époque. On est bien d'accord qu'on ne va pas retomber exactement dans le même schéma. Mais c'est de voir en quoi, pour eux, certains chocs qu'on va traverser maintenant ou qu'on traverse déjà, pour eux, ça n'aurait pas posé problème à l'époque. Voilà, c'est tout. C'est juste s'en inspirer pour essayer aujourd'hui de rendre nos fermes plus résilientes. Il y a une autre chose qui me vient à l'esprit aussi, et je pense qu'on va conclure là-dessus, puisqu'on va arriver au terme des 30 minutes, et mes vidéos sont calibrées pour ne pas dépasser 30 minutes, parce qu'à la fois ça m'impose un esprit de synthèse, et au moins ça m'oblige à ne pas partir dans tous les sens, et à parler des heures et des heures, parce que finalement on pourrait retracer ces 80 ans d'histoire en 5 heures ou 6 heures de conférence, c'est pas du tout le but, et je prétends pas en avoir la compétence. Donc je conclurai sur le fait que à l'époque, et en plus vous verrez que ça va me permettre de faire l'ouverture sur le prochain sujet. Alors j'y viens tout de suite. Donc finalement on voit que l'entreprise agricole aujourd'hui, elle n'échappe pas au fonctionnement d'autres entreprises. L'entreprise elle a son fonctionnement à part aujourd'hui, c'est-à-dire l'entité agricole, elle a son statut juridique. Et à côté on a la vie familiale. C'est deux choses qui sont bien séparées. Pour tout le monde qui est chef d'entreprise aujourd'hui, il a son entreprise et après il a sa vie familiale. Et entre les deux, il y a très peu finalement d'interaction puisqu'on essaye de cloisonner les choses, on sépare l'activité de l'entreprise de l'activité familiale. Finalement, à l'époque, ça n'existait pas, visiblement, finalement, tout ce millefeuille administratif là, qui est venu se greffer là-dessus. Finalement c'était imbriqué, c'est-à-dire que le travail faisait partie de la vie familiale. De toute façon les tâches familiales étaient aussi des tâches de travail, donc tout ça était entrelacé. On n'avait pas et je dirais le bilan finalement en termes de comptabilité, la comptabilité faite par l'homme ou la femme dans la maison, peu importe, était transcrit dans le bilan finalement à la fois les charges liées à la famille que les charges liées à l'entreprise. Je ne sais même pas si les charges liées à l'entreprise c'était tout formalisé sur le papier, je sais pas. Mais pour dire que tout ça c'était imbriqué, on ne faisait pas la dissociation. Et donc ça va me permettre en fait de faire l'ouverture sur une des prochaines vidéos qui s'intitulera « La permaculture peut-elle être commerciale ?» C'est un sujet qui m'a longtemps turlupiné.
Donc, pour notre part, on a réalisé une activité commerciale. Et je vous expliquerai pourquoi on est revenu un petit peu en arrière et pourquoi on a fait marche arrière. Et à mon sens, c'est un sujet qui n'est pas trop traité ou alors qui est traité de différentes manières. Ça dépend forcément des gens qui vont traiter le sujet. J'essaierai de vous apporter ma vision des choses. Et vous allez voir que ça remet quand même pas mal en cause le fonctionnement des entreprises tel qu'il est aujourd'hui. Et on verra que ça ne se limite pas qu'à l'agricole. C'est toutes les entreprises qui sont concernées par les mêmes problématiques aujourd'hui. L'agricole n'y échappe pas. Et, et voilà, on verra si la permaculture elle est capable de s'accommoder de ça ou si au contraire elle propose quelque chose de nouveau. Nouveau, c'est donc pas pour retomber 80 ans en arrière, bien évidemment. C'est pour essayer de trouver un modèle hybride entre la vie familiale et la vie de l'entreprise. Est-ce que la permaculture, elle est pas capable d'associer ça judicieusement en vue de que finalement les individus puissent subvenir à leurs besoins, puissent aussi réaliser pourquoi pas quelques loisirs, prendre quelques vacances, hein, c'est pas à exclure non plus. Voilà le prochain thème de la vidéo qui viendra très bientôt. J'espère avoir été clair dans mes propos, pas trop concis parce que malheureusement l'exercice est difficile en 30 minutes. Mais voilà, merci encore d'avoir suivi et à très bientôt.